vous propose de commencer. Donc c'est une commission un peu particulière puisque ce sera deux moments avec des constitutionnalistes. Donc c'est un peu le suivi du groupe de travail commission délibérative et c'est vraiment sur la question de l'équivalence des droits députés citoyens tirés au sort. Donc pour rappel, bienvenue. Un groupe de travail commission délibérative a été mis sur pied entre le Parlement de la région de Bruxelles-Capitale et le Parlement francophone bruxellois pour évaluer le processus, le faire évaluer. Avant même l'évaluation, en fait, ce groupe de travail avait été mis en place à la suite de l'adoption du règlement qui avait eu lieu fin 2019 et qui a travaillé alors collectivement, je dirais, sur le vade-mecum. Et nous avions travaillé ensemble pendant 6 mois. À cette occasion, donc, la question de l'équivalence. Donc, lors de la révision de notre règlement et de l'évaluation, donc c'était entre novembre et février de cette année, la question de l'équivalence des droits entre les députés et les citoyens tirés au sort est revenue à plusieurs reprises. Dès lors, le bureau élargi du Parlement francophone bruxellois a décidé d'entendre en commission plénière des experts en droit constitutionnel sur la question de la participation citoyenne au regard du droit constitutionnel belge, ses opportunités et ses limites. Alors aujourd'hui, nous allons entendre Madame Céline Romainville, professeure à la faculté de droit de l'Université catholique de Louvain, et Julien Clarenne, professeur invité en droit constitutionnel à l'Université Saint-Louis. Juste vous indiquer que la semaine prochaine, le 5 juillet, nous poursuivrons nos auditions avec 3 autres personnes. Madame Anne-Emmanuelle Bourgault, vice-présidente du Centre de droit public et social de l'ULB, Monsieur Jérôme Soyer, avocat et maître de conférence à l'ULB, à la faculté de droit pour le cours de droit public approfondi, et Madame Juliette Van Vive, avocate et assistante à l'ULB de nouveau, en droit constitutionnel, en droit et liberté, ainsi que Nissim Picard, avocat, qui avait d'ailleurs remis une note qu'ils avaient fait d'eux-mêmes et que j'avais distribuée lors du GT. Donc cette note existe et a déjà été distribuée. Si vous n'en avez pas connaissance ou que ça n'est pas arrivé jusque chez vous, n'hésitez pas à nous la demander, nous la transmettrons bien volontiers. Alors comment va se dérouler la réunion ? Donc, il y aura l'exposé des 2 experts qui se sont en plus organisés entre eux, donc ça vraiment bravo, merci beaucoup. Plus ou moins 20 minutes par expert, on avait prévu, donc c'est 40 minutes en fait, je crois que ça, voilà. Puis alors il y a des échanges de vues, donc évidemment, j'imagine que vous aurez des questions à poser, d'approfondissement, de compréhension, et donc voilà, on va essayer de faire ça au mieux. 10 minutes plus ou moins par groupe. Je pense que ce sera suffisant pour poser toutes vos questions. Voilà, donc en gros ce sera 2 heures. Voilà, alors aussi mais là je vois qu'il n'y en a pas ou pas encore en tout cas, les députés néerlandophones ont été invités. Ils ne peuvent évidemment pas prendre la parole et poser des questions, mais par contre ils ont été invités à cette réunion d'aujourd'hui comme à celle de la semaine prochaine. Voilà, et donc je passe la parole à nos 2 invités et on est tout oui. Voilà. Merci Madame la Présidente. Bonjour à toutes et tous. Merci pour l'invitation donc à cette commission donc de suivi du groupe de travail, si je comprends bien, chargé d'évaluer le cadre juridique des commissions délibératives. Alors pour information et par transparence, c'est un plaisir pour moi de travailler sur ce sujet et d'être auditionné sur ce sujet aujourd'hui, puisque j'avais été consulté à l'époque pour éclairer justement les parlementaires à l'initiative de l'institutionnalisation des commissions délibératives
sur les possibilités, les espaces laissés par le droit constitutionnel pour mettre en place donc, ces commissions délibératives. Alors aujourd'hui, vous nous posez la question de savoir s'il est possible de reconnaître aux citoyens tirés au sort les mêmes droits qu'aux députés, donc dans le cadre de ces commissions délibératives. Alors l'enjeu ici, il est principalement au niveau du droit de vote, puisque vous le savez, actuellement une distinction est faite entre le vote des citoyens tirés au sort, qui est de nature purement consultative, et le vote des députés, qui vaut adoption ou rejet des recommandations et du rapport des commissions délibératives. Alors je propose ici de traiter la problématique au travers de la question suivante. Le droit constitutionnel permet-il de reconnaître aux citoyens tirés au sort un droit de siéger avec voix délibérative, on y reviendra, au sein d'une commission délibérative? Alors pour répondre à cette question, donc Céline Romainville et moi-même avons jugé plus opportun de procéder à 2 interventions conjointes. On a considéré que l'idée de faire 2 interventions successives et non coordonnées risquait de conduire à des redondances inutiles. Et donc c'est une position commune que nous allons présenter aujourd'hui, même si il n'est pas complètement impossible que nos points de vue divergent à la marge sur l'un ou l'autre point. Alors on va raisonner en 2 temps. Dans un premier temps, je vais vous proposer de retracer les grandes lignes du cadre juridique existant et les raisons en fait qui sous-tendent justement la distinction entre le statut des citoyens tirés au sort et le statut des députés. Et ensuite, dans un second temps, Céline Romainville évaluera dans quelle mesure le droit constitutionnel permet d'évoluer vers une équivalence des droits et vers donc la reconnaissance aux citoyens tirés au sort du droit de siéger avec voix délibérative au sein des commissions délibératives. Alors, je commence donc en retraçant rapidement les grandes lignes du cadre juridique existant. Vous le savez, au Parlement francophone bruxellois, le cadre juridique des commissions délibératives repose grosso modo sur 3 textes. Évidemment, il y a l'article 42 ter du règlement d'Assemblée, qui est le parfait décalque de l'article 25/1 du règlement du Parlement régional bruxellois. Le second texte, c'est le vade-mecum en tant que tel, qui est en annexe du règlement et qui fixe les modalités pratiques. Et puis, il y a désormais un décret du 11 février 2022 relatif au traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la constitution de commissions délibératives entre députés et citoyens tirés au sort. Alors, je ne reviendrai pas sur ce décret et sa raison d'être. Je m'intéresserai surtout au cœur de la matière qui est réglé par la voie réglementaire. Alors, justement, pourquoi être passé par la voie du règlement pour instituer les commissions délibératives? La réponse, c'est l'autonomie parlementaire qui préside à l'organisation interne du fonctionnement des assemblées parlementaires, consacrée à l'article 60 de la Constitution au niveau fédéral et à l'article 44 des lois de la loi spéciale de réforme institutionnelle pour les parlements fédérés. Et en vertu donc de ce principe d'autonomie parlementaire, il revient au seul Parlement de déterminer par la voie de leur règlement interne les règles d'organisation et de fonctionnement qui encadrent l'accomplissement de leurs fonctions, et ce, à l'exclusion, en principe, de toute intervention législative. Alors, en application donc, de ce principe d'autonomie, il est convenu que le législateur ne peut pas créer des commissions parlementaires, il ne peut pas non plus régler les compétences des commissions parlementaires, il ne peut pas les régler leur organisation ou encore leur fonctionnement. Et cela est confirmé par une jurisprudence constante de la section de législation du Conseil d'État. Donc, au vu de tous ces éléments, il apparaissait évident que le règlement d'Assemblée était la voie juridique appropriée pour ériger des commissions mixtes composées pour partie de députés et pour partie de citoyens tirés au sort.
mais évidemment le cadre réglementaire devait s'inscrire dans le respect de la Constitution et des lois spéciales. Et c'est là que la création des commissions délibératives s'est heurtée à 3 grandes difficultés que je vais retracer une par une. Je les cite dans un premier temps pour que vous les ayez bien en tête. La première difficulté, elle est relative à l'exigence de l'égalité, imposant en principe de passer par une loi pour reconnaître des droits subjectifs à des tiers au Parlement. La deuxième difficulté, elle est relative à l'exigence selon laquelle tous les pouvoirs doivent être exercés de la manière établie par la Constitution. C'est l'article 33, alinéa 2 de la Constitution. Et la troisième difficulté, c'est l'exigence selon laquelle une commission parlementaire, en principe, doit être composée d'élus. Alors, la première difficulté, donc, elle est relative à l'exigence de l'égalité. La reconnaissance de droits subjectifs au profit des citoyens tirés au sort suppose l'intervention du législateur. Et il s'agit là également d'une légisprudence constante de la section de législation du Conseil d'État. Toute règle qui confère des droits et des obligations à des citoyens tiers au Parlement doit être en principe consacrée par la loi. C'est une restriction à l'autonomie parlementaire qui est justifiée au nom de la protection des droits fondamentaux et donc de l'exigence de l'égalité. Alors, le problème, en l'espèce, c'était qu'il n'était pas tout à fait possible, en particulier pour le Parlement francophone bruxellois, de consacrer de tels droits subjectifs par la voie d'un décret. En effet, le Conseil d'État a considéré, à propos d'une proposition de décret relative à la constitution de 2 commissions mixtes au Parlement francophone bruxellois, c'était en 2018, eh bien que la création de ces commissions mixtes constituait une modification substantielle ou pouvait constituer une modification substantielle du fonctionnement du Parlement et de ce fait requérait l'autonomie constitutive. Et on le sait, la Commission communautaire française n'a pas d'autonomie constitutive et donc elle ne pouvait adopter en aucun cas ce décret en la matière. Donc la COCOF était face à une équation presque impossible, l'impossibilité de reconnaître des droits subjectifs à des tiers au Parlement par la voie du règlement, mais l'impossibilité également de reconnaître des droits subjectifs à des tiers au Parlement par la voie décrétale. Alors la solution elle a été de passer malgré tout par la voie du règlement, mais en acceptant que l'on n'allait pas reconnaître aux citoyens tirés au sort des droits subjectifs, mais des droits de nature inévitablement précaire, puisqu'ils sont consacrés par la voie réglementaire. Voilà pour la première difficulté, la manière dont on a répondu à l'époque, en 2019, à cette première difficulté. La deuxième difficulté, c'est le silence de la Constitution sur l'existence de la possibilité de consacrer des processus délibératifs et, en ce compris, des commissions délibératives. Alors ce silence, eh bien, il ne permet pas de déterminer avec certitude dans quelle mesure on peut reconnaître des prérogatives aux citoyens tirés au sort. Dans quelle mesure cette reconnaissance de droits subjectifs aux citoyens tirés au sort est conforme avec les règles constitutionnelles et plus particulièrement les règles constitutionnelles qui encadrent, qui façonnent le principe représentatif et qui organisent donc les pouvoirs selon le modèle de la démocratie représentative. Alors là, je ne reviendrai pas dans le détail quant à la conformité des commissions délibératives avec le principe représentatif. Cela a été fait dans plusieurs écrits et on considère qu'il y a évidemment, il n'y a pas d'obstacle absolu à renforcer la participation citoyenne en droit constitutionnel belge, mais il convient à tout le moins de rappeler qu'en vertu de l'article 33 de la Constitution, alinéa 2, que j'ai déjà cité, tous les pouvoirs sont exercés de la manière établie par la Constitution. Et l'absence de toute base constitutionnelle qui permet d'élargir la participation citoyenne au-delà de celles qui sont expressément reconnues n'exclut pas nécessairement de consacrer tout dispositif de participation citoyenne. L'enjeu est simplement de savoir si cela altère ou non la manière dont les pouvoirs sont exercés par la Constitution. Alors,
à ce niveau-là, il y a une certitude. Le règlement ne pouvait en aucun cas doter les commissions délibératives d'un pouvoir normatif. Tout au plus pouvait-il reconnaître, en termes de nature des actes qui allaient être pris, un pouvoir de faire des recommandations. Mais il y avait une incertitude. Qu'en est-il de la reconnaissance aux citoyens tirés au sort de pouvoirs de contrainte à l'égard du Parlement? Je vise par exemple l'obligation pour le Parlement de délibérer ou de voter sur les recommandations adoptées par les citoyens tirés au sort. Est-ce que ces prérogatives peuvent être considérées ou non comme affectant l'exercice des pouvoirs, affectant la manière dont les pouvoirs sont exercés? Alors là, il faut reconnaître que la section de législation du Conseil d'État a rendu plusieurs avis plutôt défavorables ou qui peuvent être interprétés comme étant défavorables aux commissions délibératives. En effet, le Conseil d'État a dit à propos d'une proposition de décret wallon qui visait à instituer une assemblée citoyenne et un conseil citoyen que l'absence d'obligation de débattre des recommandations, donc cette proposition de décret ne contenait pas de pouvoir contraignant, ne reconnaissait pas de pouvoir de contrainte au bénéfice des citoyens tirés au sort. Cette absence d'obligation de débattre était une circonstance importante pour évaluer la conformité du dispositif avec l'article 33, alinéa 2 de la Constitution. Et il a tenu une position similaire en ce qui concerne une proposition de loi qui a donné lieu à la loi fédérale du 2 mars 2023 qui établit les principes du tirage au sort pour les commissions mixtes et les panels citoyens au niveau de la Chambre des représentants, en considérant que la proposition de loi n'imposait aucune obligation de débattre dans le chef de la Chambre des représentants ou de certains de ses organes. Alors, qu'en est-il pour ce qui est des commissions délibératives bruxelloises? Est-ce que cela invalide le processus a posteriori? Eh bien non, parce que la solution apportée en 2019, elle a été justement de prévoir, si je peux me permettre, 2 couches de sécurité. La première couche, c'est justement de passer par la voie du règlement. Donc les 2 avis que j'ai cités concernent des propositions de décret et une proposition de décret et une proposition de loi, mais ici, dans l'hypothèse où l'on passe par le règlement, alors non seulement on échappe à toute critique de la part de la section de législation du Conseil d'État, mais en outre, il s'agit en réalité d'obligations procédurales que le Parlement s'impose à lui-même. Donc on peut défendre l'idée que le Parlement a une liberté de s'autocontraindre. Il s'agit donc d'obligations de délibérer ou de voter sur les recommandations, mais uniquement parce que l'Assemblée a considéré qu'elle s'obligeait à faire cela. Alors, est-ce que cela va à l'encontre de la lecture de la section de législation du Conseil d'État? Mais ce n'est pas certain parce qu'en 2020, le Conseil d'État, dans l'avis que j'ai cité par rapport à la proposition de décret wallon, eh bien, le Conseil d'État a souligné qu'il existait une différence entre une obligation décrétale et une obligation à l'attention du Parlement consacrée dans un règlement parlementaire qui s'analyse en définitive, je cite, comme un ordre que l'Assemblée parlementaire s'adresse à elle-même et dont elle demeure maître. Alors il y avait une seconde couche de sécurité en 2019 qui a été posée par le Parlement francophone bruxellois, c'est le fait de ne reconnaître, on y vient, qu'une nature consultative au vote des citoyens tirés au sort. L'obligation de suivi des recommandations qui pèsent sur le Parlement, elle vaut à l'égard, en réalité, des recommandations qui sont elles-mêmes adoptées par les parlementaires. Et c'est tout l'enjeu de la discussion en ce jour. Les parlementaires doivent endosser actuellement les recommandations qui sont élaborées, certes en collaboration avec les citoyens tirés au sort, mais sur lesquelles les citoyens tirés au sort n'ont eux-mêmes qu'un vote consultatif. Alors le mécanisme tenait malgré tout la route à l'époque par rapport au poids décisionnel des citoyens, puisque l'idée était que les citoyens avaient un vote consultatif
consultatif dont les députés avaient connaissance, et donc il était peu probable que, c'était le pari en tout cas qui était fait à l'époque, que les députés votent de manière contraire au vote des citoyens. Alors la troisième difficulté, c'est de savoir s'il était possible de créer une commission, elle est liée à la question de savoir s'il était possible de créer une commission parlementaire composée de citoyens tirés au sort. Et là, il y a un article 44 de la loi spéciale de réforme institutionnelle qui prévoit que les commissions parlementaires sont composées selon le principe de la représentation proportionnelle des groupes politiques. Et il en est traditionnellement déduit, notamment par la section de législation du Conseil d'État, que les commissions parlementaires doivent être exclusivement composées d'élus. Alors je ne vais pas anticiper sur les développements que proposera Céline Romainville et auxquels je souscris d'avance, mais je tiens simplement à rappeler la solution qui a été trouvée justement en 2019 pour contourner cette règle selon laquelle les citoyens tirés au sort pourraient ne pas pouvoir être membres effectifs d'une commission parlementaire. Les commissions délibératives au niveau bruxellois, j'insiste, au niveau bruxellois, parce que le Parlement wallon a fait un autre choix, sont composées d'élus et qui invite des citoyens tirés au sort. Et donc c'est la notion d'invité qui a permis de contourner cette question. Les citoyens tirés au sort ne sont pas membres à part entière des commissions délibératives, mais seulement des invités dotés par ailleurs d'une voix consultative. Alors je me permets une rapide conclusion intermédiaire. La solution, elle a donc été en 2019 de créer un organe délibératif ad hoc et de prendre toute une série de mesures de précaution pour contourner les difficultés que je viens de présenter et pour aussi garantir la solidité juridique du dispositif et préserver ainsi sa crédibilité. Parce qu'évidemment, on aurait pu aller plus loin par la voie du règlement. On sait que le règlement n'est pas justiciable et donc il n'y a pas de risque de sanction, mais à partir du moment où on dépasse les balises constitutionnelles, la crédibilité du dispositif est entachée. Alors pourrait-on malgré tout justement aller plus loin dans la consécration des droits des citoyens ? Eh bien, dans un premier temps, je répondrai qu'il serait important, souhaitable de réviser la Constitution pour enfin consacrer une base constitutionnelle qui permettrait de clarifier les règles du jeu. Alors vous allez me dire, ce n'est pas le bon lieu pour en parler, mais je suggérerais au Parlement francophone bruxellois d'adopter une résolution parlementaire qui s'adresse au gouvernement fédéral pour prendre la main, pour qu'il prenne des initiatives sur le sujet. Mais en l'état du droit constitutionnel, on peut également défendre une position un peu moins prudente, un peu plus ambitieuse que celle que semble imposer, ou qu'a semblé un temps imposer la section de législation du Conseil d'État sur les initiatives de démocratie délibérative. Et je laisse à cet égard la parole à Céline Romainville. Merci beaucoup Julien, merci Madame la Présidente pour cette invitation et merci à toutes et à tous d'être là aujourd'hui pour discuter de cette question délicate et difficile de la place qui est laissée dans notre droit constitutionnel pour un terrain de jeu, pour intégrer davantage de droits pour d'autres formes de démocratie que la démocratie purement représentative. Une question donc délicate puisque mon collègue Julien Clarenne vous appelle carrément à une résolution et j'y souscrit parce que quelque part il y a quand même des obstacles qu'on essaye de contourner et on a bien vu tout le travail qui a été fait assez remarquable sur les commissions mixtes au niveau bruxellois pour contourner ces obstacles, mais peut-être qu'un jour effectivement il faudrait les adresser de front parce que bon, à force de les contourner c'est aussi du travail et de l'énergie et c'est aussi à chaque fois essayer de parfois jouer sur certaines limites constitutionnelles. Alors moi, je vais ici me concentrer sur deux questions. La première, relative à ce fameux article 44 de la loi spéciale de réforme institutionnelle et qui pose la question de savoir si des citoyens tirés au sort peuvent siéger au sein d'une commission délibérative avec voix délibérative. Donc, est-ce qu'ils peuvent être membres d'une commission parlementaire ? Et la deuxième question qui est celle de savoir si on peut donner à des non-élus une voix délibérative au sein de commissions délibératives.
Alors ici, on se concentrera sur l'organisation des commissions délibératives telle qu'elle se fait au niveau bruxellois et pas au niveau du décret wallon. Je ferai de temps en temps référence à ce point, mais pour la comparaison avec le développement et l'organisation bruxelloise. Alors, ce fameux article 44 de la loi spéciale de réforme institutionnelle, donc il s'agit d'une disposition qui est insérée dans la loi spéciale de réforme institutionnelle, c'est-à-dire que c'est donc le législateur spécial. C'est une disposition donc qui a une valeur supra-législative, qui s'impose au législateur ordinaire et qui s'impose également, évidemment, au niveau réglementaire des parlements. Cette disposition, elle nous dit quoi? Elle s'applique ici, en l'occurrence, pour le Parlement francophone bruxellois. Elle nous dit que chaque Parlement arrête son règlement, dans lequel il prévoit notamment que le bureau du Parlement, ainsi que les commissions, seront composés suivant le système de la représentation proportionnelle de ces groupes politiques. Il y a donc dans cette disposition l'idée qu'il faut composer les organes du Parlement tels que le bureau et les commissions parlementaires, sans autre précision, en respectant le système de la représentation proportionnelle de ces groupes politiques. Alors cette disposition, je le précise d'emblée, il n'y a pas d'équivalent au niveau de la Chambre des représentants, au niveau fédéral, puisque au niveau de la Chambre des représentants, il n'y a pas de règle constitutionnelle qui prévoit ce principe. C'est prévu à des degrés divers dans le règlement de la Chambre, mais il n'y a pas de règle législative ou constitutionnelle qui prescrirait la même règle. Alors, ce que l'on a entrepris de faire pour notre petit devoir d'aujourd'hui, c'est de faire de l'archéologie un petit peu et de revenir aux travaux préparatoires de cette fameuse disposition. Dans le projet de loi de la loi du 8 août 80, on voit que cette disposition est reprise directement avec un alinéa 2 qui spécifie la manière dont la composition des différents organes doit respecter les groupes linguistiques au Conseil bruxellois, mais ce n'est pas l'objet ici. Et dans le commentaire par article de ce projet de loi spécial de réforme institutionnelle, on voit que la volonté a été, je cite ici le commentaire, de s'aligner à la disposition constitutionnelle en vigueur et de s'aligner surtout sur l'article 21 de la loi du 21 juillet 1971. Alors, l'article 21 de la loi du 21 juillet 1971 prévoit quoi? Il prévoit cette même disposition, donc composition suivant le système de la représentation proportionnelle des groupes politiques, des organes, des conseils culturels, puisque là c'était au moment de l'autonomie culturelle et donc on est au niveau des conseils culturels de ce qui deviendra les communautés. Alors ça nous a amené à fouiller dans les travaux préparatoires de cette fameuse loi de 1971 et là on peut être surpris d'emblée de constater qu'à l'origine la proposition ne prévoyait pas, dans le projet de loi qui portait exécution de l'article 59 bis, paragraphes 1 et 2, enfin peu importe, donc qui organisait les conseils culturels, pour faire court, à l'origine, on ne prévoyait pas cette règle, puisque ce qui était prévu, c'était chaque conseil culturel arrête son règlement, dans lequel il règle notamment la composition de ses commissions. Et il était prévu expressément qu'on allait faire référence à l'autonomie parlementaire, l'autonomie d'organisation des parlements. Donc il n'y avait pas cette règle de la représentation proportionnelle à l'origine. Donc nous avons essayé de revenir d'où est venue cette idée de consacrer cette représentation proportionnelle. Et c'est en réalité de manière un petit peu fortuite, à l'occasion de la discussion de la loi, qu'on va ajouter cette exigence de composition proportionnelle. Je vais citer quand même l'intervention, donc le rapport de la commission, qui dit ceci. Au cours de la discussion, certains membres soulignent qu'en fait, la présente loi fixe déjà pour une grande part le fonctionnement des conseils culturels et qu'elle devrait dès lors prévoir une représentation proportionnelle. Donc en gros, l'idée c'est on va déjà loin sur le terrain de l'autonomie parlementaire, allons-y franchement et garantissons des droits au niveau de la représentation politique proportionnelle. Et donc on voit bien qu'il n'y a pas une réflexion vraiment très profonde, c'est juste l'idée que de toute façon on va déjà sur ce terrain dans la loi sur les conseils culturels, donc allons-y plus franchement. Un membre propose alors un amendement qui sera adopté à l'unanimité. En gros, on se dit, tant qu'à aller sur le terrain du pouvoir réglementaire des conseils culturels, autant y aller jusqu'à consacrer la représentation proportionnelle, mais sans réel questionnement sur le fait qu'on franchit ce pas-là. Donc finalement, dans la loi de 1971, on retrouve cette idée que le conseil et les commissions seront composés suivant le système de la représentation proportionnelle. Cette disposition est reprise donc dans la loi de 1980
80 sans discussion, et la section de législation du Conseil d'État ne reviendra pas sur ce point dans son avis. Alors, doit-on considérer à ce stade que cette disposition, telle qu'elle a été interprétée et dans l'éclairage que lui donne son historique, fait obstacle à la possibilité de reconnaître à des citoyens tirés au sort un droit de siéger avec voix délibérative au sein d'une commission parlementaire? La question qu'on doit directement se poser, c'est est-ce qu'il n'existe quand même pas des précédents de commissions qui sont composées de membres extra-parlementaires? Et là, on doit, après un petit examen du panorama de la composition des membres des commissions parlementaires, force est de constater qu'il existe bien des commissions parlementaires composées de membres non parlementaires, et donc, c'est-à-dire de membres qui sont donc composés en ne respectant pas strictement le principe de la représentation proportionnelle des groupes politiques au sein du Parlement. Un exemple principal, évidemment, qui vient directement à votre esprit, c'est la loi relative à la limitation des dépenses électorales du 4 juillet 1989, telle qu'elle a été modifiée par la suite, prévoit que 4 experts siègent dans la commission avec droit de vote aux côtés de 17 députés. Alors, certes, on pourra répondre que cet exemple confirme l'idée que l'on peut reconnaître un statut de membre d'une commission à des membres extra-parlementaires, mais d'un autre côté, on pourra aussi objecter que, pour ce qui concerne le niveau fédéral, il n'y a pas de règle de valeur constitutionnelle qui consacre l'idée d'une représentation proportionnelle des commissions parlementaires. Donc cet exemple va dans le sens quand même de l'idée qu'on peut faire intervenir des membres extra-parlementaires dans des commissions parlementaires, mais il faut tout de suite dire, l'honnêteté intellectuelle commande de dire qu'à ce stade, au niveau fédéral, il n'y a pas de règle équivalente à l'article 44 de la loi spéciale de réforme institutionnelle. Par ailleurs, au niveau du Parlement francophone bruxellois, le règlement reconnaît à l'article 42 la possibilité d'organiser des commissions mixtes de concertation avec des personnes ou des organismes extra-parlementaires. Mais là, on peut se demander si on n'est pas dans une logique d'invitation similaire à celle des commissions délibératives dans le cadre de la sécurisation de la formule sur laquelle est revenu Julien Clarenne. Au niveau wallon, par contre, là, le décret ne prévoit pas que les citoyens tirés au sort sont des invités. Il prévoit que ce sont des membres de la commission, sans référence donc à leur qualité d'invités. Ils n'ont toutefois aussi qu'une voix consultative. Alors, que déduire de ces différentes considérations ? Ce qui nous paraît, avec Julien Clarenne, être décisif, c'est la nature des compétences exercées par chacune des commissions parlementaires. Autrement dit, ce qui paraît décisif, c'est le caractère spécifique, ad hoc, des commissions parlementaires qui sont organisées. Donc selon nous, j'ai un problème avec l'étiquette, selon nous, voilà, c'est ça, je vais la mettre ici. Voilà. Selon nous, donc, on pourrait considérer, sans prendre trop de risques, que les commissions délibératives, que les commissions délibératives composées d'élus et de citoyens tirés au sort, auxquels on reconnaîtrait la qualité de membre, seraient conformes à l'article 44 parce qu'il s'agirait de commissions parlementaires ad hoc, qui exercent des compétences spécifiques, en suivant le raisonnement qui a été suivi pour ce qui concerne le contrôle des dépenses électorales. Donc voilà notre idée là-dessus, c'est de se baser sur les arguments qui ont prévalu pour faire intervenir des membres extra-parlementaires dans d'autres organes, tout en étant clair sur le fait qu'il reste la non-équivalence du niveau fédéral et du niveau fédéré. Voilà pour la première question. Deuxième question, la voix délibérative. Donc la reconnaissance non seulement d'un statut de membre à des citoyens tirés au sort, mais ensuite la reconnaissance à ces citoyens d'une voix délibérative. Alors, il faut tout de suite préciser que, et j'y reviendrai, il y a plusieurs types de statuts qui peuvent être reconnus à une voix que l'on confère à une personne dans le cadre d'une commission parlementaire ou d'un organe décisionnel. Ce n'est pas en particulier, et j'y reviendrai, ce n'est pas parce que l'on reconnaît une voix délibérative qu'on reconnaît
un pouvoir décisionnel ou que l'on reconnaît que la personne à qui une voix délibérative est octroyée exerce par exemple la fonction législative. Hein, ce sont des questions qui doivent être distinguées. On peut se voir reconnaître une voix délibérative sans pour autant exercer la fonction législative. Alors, donc ici, de quoi s'agirait-il? Si on qualifie les choses avec précision, et c'est important pour la suite, il s'agirait ici de reconnaître à des citoyens, tirés au sort, des prérogatives nouvelles, dans le sens où leur vote serait susceptible d'avoir des effets contraignants au stade du suivi. C'est-à-dire des effets contraignants parce que le Parlement a souhaité s'auto-contraindre avec des obligations de justification sur lesquelles mon collègue est déjà revenu. Une obligation de délibérer et une obligation de se justifier. Mais attention, il ne s'agit aucunement de reconnaître à ces citoyens tirés au sort une voix délibérative dans le sens d'une participation au pouvoir, à l'exercice de la fonction législative. Hein, il ne s'agirait pas de leur reconnaître un rôle formellement législatif, puisque les fameuses recommandations qui clôturent l'exercice d'une commission délibérative ne font pas partie de la procédure législative. Donc c'est une voie délibérative dans le sens où ça clôture le travail d'une commission délibérative, et ça, c'est une voie délibérative dans le sens où on vote sur des recommandations, mais il ne s'agit pas de voter dans le cadre d'une procédure législative. C'est très important, j'y reviendrai par la suite. Alors, peut-on reconnaître une telle voie délibérative? Eh bien, cela pose en amont la distinction entre voie consultative et voie délibérative. Cette fois-ci, c'est perdu. Voilà. Donc, la différence entre voie consultative, je vais la mettre là en fait, ouais, et voie délibérative. Alors, la légisprudence du Conseil d'État fourmille d'exemples sur la distinction entre ces deux formes de participation. Alors, je vais vous citer ici quelques exemples. Par exemple, un avis 38-161 de la section législation du Conseil d'État sur la représentation des communautés à la Commission nationale du pacte culturel. Dans cet avis, le Conseil d'État admet que la représentation des entités fédérées au sein d'organes fédéraux soit prévue par des lois fédérales, mais à la condition que cette représentation soit purement facultative, ce qui implique que les représentants visés ne disposent pas d'une voix délibérative et qu'il soit mentionné que la circonstance qu'il ne soit pas proposé de représentant ou que ce dernier n'assiste pas à une réunion des organes ne puisse avoir de répercussions sur le fonctionnement de ceux-ci. En d'autres termes, dans ce cas-là, ce que le Conseil d'État a considéré, c'est qu'il était possible de reconnaître une représentation des entités fédérées dans le cadre du pacte culturel sur lequel je ne reviendrai pas, à la condition que ce soit bien une voix consultative qui soit reconnue aux membres de ces commissions et pas une voix délibérative. Alors, autre cas qui est prévu, qui est intéressant, c'est un avis 33-764-2 sur un avant-projet définissant et organisant la participation des étudiants au sein des institutions universitaires. Et là, la section de législation du Conseil d'État se prononce sur les dispositions décrétales qui organisaient la participation obligatoire des étudiants au sein des organes académiques. Alors là, la question qui était posée, c'était pas évidemment par rapport à l'article 44 de la loi spéciale de réforme institutionnelle, mais par rapport à la liberté d'enseignement, qui n'est pas peu protégée en droit constitutionnel belge. La question était de savoir si on n'allait pas trop loin sur le terrain de la liberté d'enseignement en établissant une consultation comme ça obligatoire de certains étudiants qui étaient membres de certains organes à l'intérieur des établissements d'enseignement supérieur. Et dans une note en bas de page numéro 17, la section de législation du Conseil d'État estime qu'il n'est pas possible de déduire de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, alors Cour d'arbitrage, un argument qui impliquerait d'office qu'il y a une atteinte essentielle à la liberté d'enseignement lorsqu'on organise une mesure de participation au sein d'un organe décisionnel qui serait par hypothèse susceptible d'influer sur le pouvoir de décision de cet organe, sans cependant être de nature à le déterminer. Donc autrement dit, la section de législation du Conseil d'État nous dit qu'il est possible, par rapport à la liberté d'enseignement, de reconnaître une distinction entre la participation d'étudiants avec voix délibérative, dès lors que cette voix
bien sûr, influent sur le pouvoir de décision des organes décisionnels des universités, mais ne le déterminent pas. Donc ça, c'est important. C'est la distinction qui est faite entre le pouvoir d'influer, donc un pouvoir de décision dans un organe qui influe sur l'organe décisionnel, et le pouvoir de décision dans un organe, mais qui détermine le pouvoir décisionnel d'un autre organe. Donc ça, c'est un avis qui est intéressant sur ce point. Autre avis intéressant à mentionner ici, c'est bien sûr le cas des commissions d'enquête parlementaire. Dans l'organisation des commissions d'enquête parlementaire, vous savez qu'il y a un article 158, paragraphe 1er, en particulier, du règlement de la Chambre, qui prévoit la fameuse règle de la représentation proportionnelle selon les groupes politiques. Alors la question qui a été posée, c'est celle de savoir dans quelle mesure l'opposition peut participer à ces commissions d'enquête parlementaire. Je ne vais pas revenir sur tout le débat ici, et je vais faire rapide. C'est simplement pour vous rappeler qu'une solution de compromis a souvent été aménagée ces dernières années, qui permet à des membres non effectifs de siéger avec voix consultative, c'est-à-dire sans droit de vote, au sein d'un organe qui a quand même un pouvoir décisionnel important. Alors certes, sur la question de la responsabilité politique, pas sur la fonction législative, mais les commissions d'enquête parlementaire, comme vous le savez, c'est pas les commissions qui ont la moindre importance dans les organes parlementaires. Et donc ici, la solution qui a été trouvée, c'est d'assurer la représentation des groupes politiques, bon, là, justement, c'était le problème qui était posé, en conférant un statut de membre avec voix consultative à certains parlementaires. Et on constate aussi que une évolution plus récente a admis qu'au sein de certaines commissions d'enquête parlementaire, on a reconnu un statut de membre effectif à des membres de l'opposition qui donc finalement ont tous été représentés. C'est notamment, mais je ne vais pas revenir en détail, dans certaines commissions comme SAMU social, inondation, etc. Donc ce que l'on peut dire, c'est que, et alors oui, encore un dernier exemple, la commission de contrôle des dépenses électorales, où là aussi on reconnaît ici des membres non élus, 4 experts externes, une voix délibérative au sein de cette commission, ici par la loi. Donc, de ces différents exemples, qu'est-ce que l'on peut dire ? Eh bien, on peut dire qu'il existe des statuts différents de membres de différents types de commissions, déjà à l'heure actuelle, en droit constitutionnel et en droit parlementaire. On peut avoir une approche un peu granulaire et distinguer plusieurs statuts. Il y a des membres effectifs, avec voix délibérative, qui participent au sein d'un organe décisionnel et qui sont susceptibles de déterminer le pouvoir de décision de cet organe. Alors ça, c'est vraiment le full power, on peut dire, full package. Eux, ils participent par exemple à la fonction législative et l'organe dans lequel ils ont un pouvoir décisionnel détermine la décision de l'organe final. Mais il y a aussi des membres non effectifs avec voix consultative qui ont le droit de participer à des réunions d'un organe décisionnel susceptible d'influer le pouvoir de décision de cet organe sans être cependant de nature à le déterminer. Et puis on a dans certains autres cas des membres non effectifs qui ont la possibilité de suivre certains travaux. Et enfin, des experts qui sont membres d'une commission avec voix délibérative. Donc en fait, en réalité, ce qu'on peut constater, c'est qu'en fonction de certains besoins, en fonction de la catégorie ad hoc de certaines commissions, on a modulé dans le droit constitutionnel, dans le droit public, des statuts différents pour certains membres qui font partie de commissions parlementaires. Donc si on nous suit, Julien Clarenne et moi-même, et si l'on considère qu'il faut dépasser la vision binaire entre voix délibérative et voix consultative, en particulier lorsque la voix délibérative n'est pas une voix qui est de nature à déterminer le pouvoir de décision de l'organe, notamment dans la fonction législative, eh bien on pourrait considérer qu'on peut créer un statut ad hoc, c'est-à-dire une voix délibérative ad hoc, pour des élus au sein d'une commission, des citoyens non élus, tirés au sort, au sein d'une commission délibérative, en raison de la spécificité de l'enjeu ici, qui est de faire participer des non élus, de les faire participer sur des recommandations qui n'interviennent pas dans la procédure législative à strictement parler. Donc on pourrait considérer que des membres non effectifs, des citoyens tirés au sort, se voient reconnaître une voix délibérative, parce qu'à strictement parler, cette voix délibérative ne leur permet pas
de jouer sur le pouvoir de décision de l'organe décisionnel. Ainsi, ses membres pourraient avoir une voix délibérative et voter sur les différentes recommandations, dès lors que ces recommandations n'impliquent que des obligations procédurales de suivi dans le cadre d'une autocontrainte du Parlement lui-même, mais ne déterminent pas le pouvoir de décision de cet organe, puisqu'il n'y a pas d'obligation de suivre les recommandations. C'est donc parce que, dans le cadre de la nature particulière des compétences exercées, des compétences de recommandation, dans le cadre d'un pouvoir d'autocontrainte du Parlement, que, à notre estime, on pourrait suivre la proposition ici qui était émise, c'est-à-dire reconnaître une voix délibérative aux citoyens tirés au sort, membres de commissions délibératives. J'insiste sur ce dernier point. Les citoyens tirés au sort qui seraient reconnus membres de ces commissions mixtes avec voix délibérative sur les recommandations ne s'inscrivent pas à proprement parler dans l'exercice de la fonction législative. Il n'y a pas à strictement parler d'empiètement sur l'exercice du pouvoir législatif qui est, en vertu de l'article 33, réservé aux organes décisionnels, c'est-à-dire au Parlement. Ce n'est le fait d'exprimer des recommandations à l'issue du travail délibératif ne constitue pas formellement une étape dans l'adoption des normes. Ce n'est pas une étape qui balise la fonction législative des parlements. Dès lors, la reconnaissance d'une telle voix délibérative ne crée pas de risque par rapport aux normes qui seraient adoptées à la suite du travail des commissions délibératives. Et ça, nous voudrions insister là-dessus. C'est-à-dire que dès lors que cette étape ne fait pas partie de la procédure législative formelle, des juridictions ne pourraient pas remettre en question les normes législatives adoptées à la suite des recommandations, éventuellement le cas échéant à la suite des recommandations des commissions mixtes, au motif que des citoyens tirés au sort auraient auraient voté avec voix délibérative sur les recommandations. Pourquoi ? Parce que ces recommandations ne font pas partie de la procédure législative en tant que telle et ne sont donc pas les formes prescrites sous peine d'annulation éventuelle de ces règles législatives. Voilà. Je ne sais pas. Voilà, donc nous voulions conclure sur ce point. Nous restons bien sûr à votre disposition pour toutes les questions que cet exposé soulèverait. Il était un peu technique, nous en sommes conscients, mais il nous paraissait important de rentrer dans la technicité et la complexité des enjeux et de ne pas nous limiter à un exposé sur l'articulation entre démocratie représentative et démocratie délibérative. Nous aurions aussi pu le faire sur l'article 33, l'article 42, mais en réalité, on voulait ici vraiment aller à fond dans la technicité, la complexité des enjeux, notamment l'article 44 de la LSRI, pour creuser avec vous toutes les questions susceptibles d'être posées sur le plan technique. Nous vous remercions pour votre attention. Merci beaucoup. On va passer maintenant aux questions que vous auriez. Donc j'imagine que ce sont des questions soit juridiques, soit de compréhension, ou peut-être d'impact ou de conséquences par rapport à ce qui vient d'être présenté. Je vais commencer comme à chaque fois. Je fais le suivi habituel. Donc d'abord le groupe MR, puis le groupe PS, Écolo et Défi. 10 minutes. Oh non, j'ai bien. Oui, j'imagine qu'on n'a pas 10 minutes chacun de questions. Non, mais je voulais vraiment vous remercier, Madame Bromaville et Monsieur Clarenne, pour ces explications, ce travail de recherche d'archéologie, comme vous l'avez souligné, parce que le fait qu'il n'y avait pas d'équivalence posait des problèmes très réels dans la manière dont les commissions délibératives étaient menées, à savoir que la formule pratique, suite aux 2 couches de prudence, etc., que vous avez indiqué, était qu'il y avait un vote en 2 temps, avec parfois des parlementaires qui retournaient quelque part le vote, alors qu'ils étaient minoritaires. Enfin voilà, ça posait vraiment des problèmes, selon moi et selon certains, de démocratie même dans ce processus, qui finalement est l'aboutissement du travail proposé. Et donc cette solution que vous apportez me réjouit, je le dis sincèrement, parce que j'espère que ça va donc permettre de résoudre ce problème qui apparaissait. On avait établi dans le règlement une formule intermédiaire, je pense qu'elle ne faisait pas partie d'ailleurs du dernier Vademecum, où on indiquait qu'on allait donner davantage de précision sur qui avait voté quoi. On va voir un peu la manière pratique, c'est une des questions que je pose peut-être à la présidente ici,
d'améliorer aujourd'hui le règlement Il Vademecum en conséquence du fruit de cette commission et de votre avis. Mais voilà, j'espère en tout cas qu'on va aller vers une voie où l'équivalence sera intégrée et si pas, aller plus loin aussi sur la manière dont était intégrée cette formule, parce que je pense qu'elle n'y figurait pas. Donc voilà, plus de démocratie par rapport à ce qui a été fait, plus de transparence au moment des votes. J'avais quelques questions. Alors, la première, ça concerne... Monsieur Clarenne, vous avez indiqué que la COCOF n'avait pas d'autonomie constitutive par rapport au règlement et à la capacité de modification de celui-ci. Ce n'est pas le cas, je pense, de la région. Et donc, est-ce qu'il y a ici deux approches différentes? Est-ce que ce processus a été spécifiquement mis sur pied intellectuellement pour la COCOF? Comment on va gérer les deux? Est-ce que c'est peut-être plus simple pour la région? J'en sais rien. Voilà, ça fait partie du débat. Je voulais savoir, puisque Madame Romainville, vous avez invoqué des textes très utiles eu égard à certains avis de la section législation du Conseil d'État, s'il y a d'autres textes qui existent qui pourraient quelque part mettre en difficulté le raisonnement. J'aimerais savoir si de manière en amont, on a pu un jour avoir un contact avec le Conseil d'État à certains moments de l'établissement de la première formule, si ici, voilà, il est envisagé de consulter de manière préventive, entre guillemets, le Conseil d'État, ce qui serait sans doute utile si c'est possible. Je voulais également, parce que il y avait l'équivalence des votes dans le sens où tout le monde a une voix délibérative, avec la distinction que vous opérez très habilement. Je me disais, est-ce que sinon, intellectuellement, au cas où ça ne marchait pas, le thème même d'une commission, est-ce que c'est ça qu'on aurait pu aussi, à un moment, changer? Est-ce qu'on aurait pu imaginer un vote consultatif pour tout le monde? Enfin voilà, ce sont des choses qui ont vécu lors de nos travaux de ce groupe de travail. Je ne sais pas si vous y avez réfléchi par ailleurs. J'entends que en tout cas ce raisonnement-ci tient fortement la route, et donc est-ce qu'il sera privilégié d'office? Voilà mes remarques sur ceci. En tout cas, merci pour vos explications qui, bien que juridiques, est extrêmement claires. Merci beaucoup. On prend toutes les questions. Je passe la parole à Madame Emery. C'est ça? Il faut... Ouais. Merci beaucoup, Madame la Présidente, et merci aussi à nos deux orateurs du jour. C'est un exposé fort intéressant qu'ils nous ont fait et qui entre parfaitement bien dans notre souhait d'évaluer le processus après 3 ans de fonctionnement, et qui nous aidera et aidera sans doute aussi les assemblées futures à mieux à améliorer les choses. Donc j'ai moi également quelques petites questions, et une d'emblée qui recoupe un peu la préoccupation de Madame Barzin. Vous avez évoqué donc le fait que le Parlement francophone bruxellois n'ait pas d'autonomie constitutive, et la région là, donc si je ne me trompe pas en tout cas c'est une connaissance que j'ai. Oui, vous abondez dans ce sens-là. Et donc, je sais que nous sommes ici, que vous répondez à des questions de parlementaires du PFB, mais nous sommes également parlementaires dans l'autre assemblée. Et donc, est-ce que votre analyse, si vous le permettez, donc Madame la Présidente, aurait été la même? Est-ce que vous auriez fait la même analyse donc, devant donc, le Parlement régional bruxellois, ou est-ce que cette question d'autonomie constitutive fait une grande différence pour les réponses que vous nous avez données? Alors, donc, vous évoquez aussi la question de pouvoir, en tout cas, abonder dans le sens du droit de vote des citoyens, par le fait d'exemples que vous prenez où des assemblées, enfin assemblées c'est pas le terme, mais des commissions auraient des compétences spécifiques. Vous avez cité donc les commissions de contrôle
électorales, des dépenses électorales. Vous avez cité aussi les commissions d'enquête. Mais là, je me dis, on est vraiment, justement, dans des compétences très spécifiques et qui sont hors champ de tout ce qui est gestion de la chose publique, en quelque sorte. On ne fait pas de politique, on ne fait pas de gestion, je dirais, oui, citoyenne au sens large, dans ce type de commission que vous avez cité. Donc, est-ce que ce sont les bons exemples ? Très franchement, moi je me pose la question. C'est vraiment, vous avez utilisé le terme ad hoc, spécifique. Je me demande si ces exemples ne sont pas hors champ par rapport à la question politique, à la question de délibérer sur des projets de société, réellement. Donc, le champ me semble un peu réduit. Vous avez aussi évoqué donc, la question d'être hors fonction législative. Donc ça, il y a compétences spécifiques, il y a fonction législative, mais alors, le terme recommandation, qui est utilisé dans la fonction parlementaire, nous réalisons, nous votons réellement des propositions de résolution à l'initiative de parlementaires, à l'initiative parfois même consensuelle d'une commission. Est-ce que le terme alors recommandation est approprié si c'est dans le cadre de l'argument que vous avancez? Et alors peut-être, je profite de votre présence. C'est clair que la question qui vous était posée était réellement d'accorder une voix délibérative. Mais moi, j'avais, si vous le permettez, Madame la Présidente, j'en profite, on a des professeurs d'université, donc c'est important, sur la qualité de la présence des citoyens. Pour l'instant, on a effectivement des échantillons de citoyens extrêmement représentatifs. Tout ça est fait de manière scientifique. Mais par contre, une fois que les échantillons sont formés, on n'a pas d'obligation pour les citoyens de répondre positivement et encore moins d'être présents pendant toute la durée du processus. Et donc, on assiste, c'est en tout cas ce que je pense, c'est un petit peu ma conviction, à une présence plutôt de citoyens évidemment intéressés, ça c'est très bien, évidemment investis par rapport aux thématiques traitées, mais on a aussi peut-être des citoyens qui ont un plus grand confort de vie pour venir nous épauler, et on perd peut-être alors dans le processus une partie de ces citoyens qui sont moins dans un confort de vie, et à mon avis, je pense que c'est négatif pour le processus représentatif qu'on veut avoir. Alors je fais le parallèle évidemment avec les jurés d'assises qui, eux, sauf vraiment circonstances exceptionnelles, n'ont pas le droit, si ma connaissance est bonne de la chose, de refuser. On peut les révoquer, mais en tout cas, une fois qu'ils sont appelés, doivent être présents. Donc ici, ce n'est pas le cas. Et donc, même si on a toute la volonté d'être représentatif en termes d'échantillons, je pense qu'on ne l'est réellement pas. Je pense qu'on perd beaucoup de citoyens. Et évidemment, on les perd aussi, je vous dis, par rapport à leur leur possibilité d'être présents, et aussi parce que nos commissions se déroulent le week-end. Et que pour beaucoup, au-delà il y a aussi la question familiale, et donc c'est pas toujours facile que ces citoyens-là qui ont plus de difficultés de vie et qui ont peut-être aussi des modèles familiales plus compliqués nous rejoignent, et on perd, je pense, en représentativité. Donc Madame la Présidente, c'est peut-être hors champ, mais c'est pour moi une question importante d'avoir des citoyens, d'avoir des échantillons de citoyens qui nous épaulent, le plus représentatif de notre population. Voilà mon questionnement. Merci. Merci beaucoup. Vu cette dernière question, je pense que je transmettrai à toutes les personnes qui sont ici présentes les fiches qui montrent le profil des participants.
Comme ça, vous pourrez aussi vous faire à l'idée des personnes qui étaient présentes concrètement lors des commissions délibératives et leurs différents profils socio-économiques qui ne semblent pas, en tout cas d'après les fiches qu'on a reçues, ne vont pas dans le sens qui vient d'être dit. Mais je transmettrai tout ça, comme ça tout le monde aura le loisir de le lire à son aise. Pour le groupe écolo, c'est Madame Thard. Ah, voilà. Merci Madame la Présidente. Donc, je vais intervenir et peut-être que mon collègue me complétera s'il le souhaite. D'abord, je voulais vous remercier pour ces éclairages juridiques, techniques, c'est vrai, mais c'était nécessaire. En tout cas, pour pouvoir améliorer ce dispositif, c'est l'objectif en tout cas. On a bien entendu votre proposition de éventuellement réfléchir à la pertinence d'être à l'initiative d'un texte qui pourrait en tout cas peut-être mettre la pression sur le niveau fédéral, puisqu'on sait que c'est là que tout se joue. Tant que la Constitution n'est pas révisée, c'est un peu compliqué de pouvoir donner cette voix délibérative aux citoyennes et aux citoyens qui le demandent légitimement, puisque les retours que nous avons eus de certaines et certains d'entre eux, c'est on a beaucoup apprécié d'être intégrés dans ces processus délibératifs, mais malheureusement, dès le moment où on nous a appelés à voter, les votes étaient publics mais consultatifs. Or, ceux des députés étaient, ceux des citoyens n'étaient pas publics et ceux des politiques, au contraire, étaient publics mais pas anonymes. Et donc, la question ici qui nous occupe est importante. J'entends toutes les propositions que vous faites et on les étudiera dans un second temps. J'avais la même question que ma collègue par rapport au fait que la COCOF n'a pas justement cette autonomie constitutive et que ce n'est pas le cas de la région, donc je serais aussi intéressée de connaître votre analyse. J'aurais voulu savoir justement sur ce vote qui serait éventuellement sur la possibilité de prévoir un vote similaire à la fois aux parlementaires et aux citoyennes et aux citoyens, du coup de le rendre anonyme dans les deux cas, parce que c'était aussi une proposition qui nous avait été faite, mais dès le moment où les votes sont publics, il y a parfois des positionnements particratie, donc on voit bien que dès le moment où les votes sont publics, c'est un peu plus compliqué de délibérer en âme et conscience, et donc si c'est possible de le permettre aux citoyens, pourquoi pas aussi imaginer par exemple un vote anonyme aussi pour les parlementaires. Je voulais aussi peut-être évoquer la question de la représentativité politique qui peut peut-être dans certains cas être mise en question parce qu'on l'a vu dans la participation. Moi j'en ai fait en tout cas, j'ai pu participer à 2 commissions délibératives, une en COCOF et une en région bruxelloise. Et dans le cas où des parlementaires ne pouvaient pas se libérer, donc pour 1001 raisons, ils se faisaient remplacer par d'autres députés, pas forcément membres de la commission. On l'a vu, ce qui n'est pas le cas pour les citoyens déjà, parce que ce sont des citoyens tirés au sort qui sont appelés sur base volontaire à y participer. Et donc là aussi, ça pose une question finalement. Les commissaires qui sont membres effectifs sont en principe les seuls à pouvoir participer, à prendre part à ces travaux. Or, dans la réalité, on s'est bien rendu compte que ces derniers étaient parfois remplacés par des commissaires non effectifs. Ça se passe, c'est une pratique courante, mais moi, ça me pose comme question. Donc juridiquement, j'aurais voulu avoir votre avis. Et quid alors du coup de la participation des citoyennes et citoyens qui pourraient alors aussi, par exemple, bénéficier de cette possibilité d'être remplacés aussi à leur tour. Et puisque je suis toujours dans la question de la participation, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi imaginer de pouvoir rendre obligatoire, même si j'aime pas trop le caractère obligatoire, mais un peu comme dans le cadre du jury des cours d'assises, en fait, là où les citoyens doivent prendre part. Voilà. Vous ne l'avez pas évoqué, mais j'aurais bien voulu entendre votre avis. Je ne sais pas si mon collègue veut me compléter sur une autre question, peut-être. Oui, merci beaucoup pour cette présentation. Moi, je ne suis pas juriste et donc parfois c'était un petit peu compliqué de vous suivre, mais néanmoins c'était tout à fait clair et de mon point de vue convaincant. Je pense qu'un des vrais enjeux, c'est une des questions qu'a posée notre collègue Emery sur ce qui fait en fait le caractère ad hoc ou spécifique d'une commission à l'instar de la commission d'enquête parlementaire ou de celle du contrôle des dépenses électorales. Est-ce que c'est ce qui est discuté? Est-ce que c'est prérogatives
prérogatives. J'opterais, moi en tout cas j'ai compris que c'est plutôt sur le deuxième volet, ce qui en fait sa spécificité, et donc cette capacité de pouvoir avoir une forme d'autonomie sur la composition de cette commission. Et c'est évidemment là le vrai enjeu, puisque au-delà même de me positionner sur le fait de savoir si on fait de la politique en commission d'enquête parlementaire ou pas, le but même des commissions délibératives, c'est de faire de la politique et de s'emparer de sujets sociétaux. Et donc, effectivement, est-ce que c'est plutôt le contenu de ce qui va être discuté ou de cette forme de sphère d'autonomie et donc de prérogative de la commission, quel que soit le nom qu'on lui donne, mais je pense que dans le dispositif, ça doit rester un terme commission, puisqu'on a déjà eu l'occasion d'en parler. Enfin, il y a eu une question de Madame Barzin à ce sujet. Voilà, je pense que là, il y a un vrai enjeu sur la... qui informe de la solidité du dispositif et en tout cas des propos qui sont les vôtres. Et puis évidemment, il sera intéressant d'entendre vos confrères et consorts voir qui interviendront prochainement pour voir s'ils vont dans le même sens et s'il y a une forme de convergence ou pas. Je ne sais pas s'il y a déjà des échanges qui ont lieu entre vous et qu'on peut déjà avoir une forme d'information préalable, mais je vois votre non-verbal que non, et donc on attendra la semaine prochaine pour savoir si effectivement il y a convergence des hypothèses. Merci beaucoup. Pardon, je me disais que c'était bien. Pardon. Je passe maintenant la parole au groupe Défi. Alors, est-ce que c'est Jonathan de Patou? Oui, merci Madame la Présidente. Merci pour votre présentation. Alors moi aussi je ne suis pas juriste, donc pas tout à fait expert. C'est vrai que parfois c'était un petit peu compliqué, donc je passerai la parole à mon collègue Emmanuel Deboc qui lui est juriste. Il y aura certainement des questions plus précises. Simplement une petite réflexion. Si je comprends bien, la voie la plus simple en tout cas pour avancer, ce serait de réviser la Constitution. Et dans ce cas, quelles sont les dispositions constitutionnelles qui pourraient être concernées précisément? Vous avez cité l'article 33 alinéa 2, est-ce qu'il y en a d'autres enfin voilà, c'était une question. Et alors plus une réflexion, soit on passe évidemment par cette révision de constitution si je comprends bien, soit il faut être ingénieux, et vous avez cité plusieurs exemples de cas où on pouvait avoir une reconnaissance de voie délibérative, mais dans ces exemples, le nombre de personnes concernées, de citoyens, était toujours peu important et beaucoup moins important que le nombre de députés présents. Or ici on aurait l'inverse. On aurait un cas où le nombre de citoyens serait bien plus important que le nombre de députés. Et voilà, c'est une réflexion en fait que je dépose ici sur la table et qui peut peut-être être ajoutée dans le débat qu'on a. Et je passe la parole à mon collègue. Monsieur Deboc. Oui, alors j'ai la chance d'être juriste, mais ça ne veut pas dire qu'on est expert en tout. Et d'ailleurs, quand on met deux juristes dans une même pièce, il y a 3 avis différents. Et donc, je me garderais bien effectivement de rajouter le mien. Par contre, effectivement, je salue l'exercice de créativité en fait et d'explication pour travailler sur cette notion d'équipolence. Je partage effectivement l'idée que ça soit possible de travailler sur ce statut-là et d'avoir quelque chose. Après ça, la terminologie, on y reviendra effectivement, parce qu'effectivement dans la manière de voter, surtout, ça crée pour l'avoir vécu en tant que député, ça crée effectivement pour moi un malaise de connaître, si je puis dire, le vote citoyen dans l'appréhension du vote politique. Il y a un jeu politique qui se fait effectivement non seulement partisan, mais il y a aussi un positionnement par rapport aux citoyens, sachant que effectivement tout est public. Puisqu'après ça les recommandations elles seront débattues dans les commissions ad hoc du Parlement, et les recommandations souvent sont débattues dans plusieurs commissions différentes, et c'est un petit peu peut-être le boomerang de la proposition que vous amenez, c'est qu'on est hors champ législatif, c'est vrai, en matière de délibération, et en même temps on s'en rapproche très très fort, puisque on fait tout pour, et c'est pas une critique, on fait tout pour arriver à demander aussi au gouvernement de se positionner sur les recommandations émises par la commission, à un tel point que parfois on a vécu des situations dans nos propres commissions où on votait dans nos commissions sur des recommandations qu'on avait peut-être nous-mêmes pas votées lors de la délibération. Donc c'est arrivé en commission ad hoc finance sur les recommandations de voter autrement que ce que le député avait voté lors de la commission délibérative. Ce qui peut paraître tout à fait paradoxal, effectivement. Donc
donc, en gros, vous avez le moment de délibération avec les citoyens, avec une recommandation. Vous avez eu des votes donc des citoyens, des élus. Eh bien, lorsqu'on vote les recommandations après dans le processus avec le ministre, on a eu dans l'approbation ou non des recommandations et de la discussion, on a eu parfois des élus qui ont voté autrement que ce qu'ils avaient. Et je ne sais pas citer non, mais ça s'est arrivé. On a eu ce débat entre nous après ça avec les services parce qu'effectivement c'était un moment un peu critique. Je pose aussi la question, et c'est bien parce que Jonathan est dans le même groupe que moi, et censé être concerté, à partir du moment où il y a équivalence, et je fais partie de ceux qui étaient plutôt à mettre effectivement le même nombre d'élus que de citoyens dans la balance, je trouve que c'est une réflexion qui mérite d'être posée. Combien d'élus faut-il ? Combien de citoyens faut-il ? Et comment faut-il organiser effectivement ce statut ? Madame Emery et mes collègues Tallard et Luxi ont fait allusion. Comment se fait-on remplacer ? Est-ce qu'il faut prévoir effectivement le même statut de remplacement, les mêmes règles, ou au contraire, est-ce qu'on évolue avec deux voies parallèles et qui ne sont pas forcément obligées de se rencontrer ? Sur la publicité, Madame Tallard a posé une bonne question par rapport effectivement au processus délibératif, prenant soin effectivement de peut-être mettre en avant le fait que c'est pas toujours évident pour tout le monde d'exprimer un vote de manière publique et de l'assumer, ce que les députés n'ont pas comme problématique, si je puis dire, sauf peut-être dans certains votes à huis clos sur des questions plus épineuses, de personnes notamment. Mais moi, je mettrais plutôt effectivement cela comme une certitude, une valeur qu'on peut défendre. Je pense qu'à partir du moment où on cherche l'équivalence, est-ce qu'il ne faut pas tout rendre public, en ce compris le vote des citoyens ? C'est vrai que dans la question du mandat, du mandataire, il y a la question aussi de rendre des comptes. Et donc, est-ce que justement le processus délibératif ne devrait pas aller encore un pas plus loin dans la manière dont la délibération peut s'exprimer de manière totalement publique. Et loin de moi ici de vouloir m'opposer à Madame Tallard, donc c'est vraiment, je trouve intéressant d'avoir entendu la volonté aussi de protéger celles et ceux qui ont peut-être la difficulté d'exprimer un avis différent dans le processus. Mais effectivement, à partir du moment où on parle d'équivalence, est-ce qu'on peut encore continuer à faire autant de différences de statut entre les deux catégories ? Voilà, je vous remercie. Très bien, je pense qu'il n'y a plus d'autres questions. Et donc, je passe la parole à nos experts. Qui veut commencer ? Monsieur Clarenne. Bien, merci pour toutes ces questions riches. Peut-être commencer par la dernière, puisqu'elle recoupe pas mal d'autres questions. Je pense qu'en effet, il y a une belle question sur est-ce que, si on parle d'équivalence des droits, jusqu'où va-t-on ? Est-ce qu'il faut qu'on aille vraiment sur des statuts complètement identiques ? Je pense qu'il y a une différence entre l'équivalence des droits et le fait de préserver la distinction de qualité, de la qualité en laquelle chacun siège. Et c'est toute la richesse pour moi des commissions délibératives, c'est de ne pas mettre simplement tous les citoyens tirés au sort dans une même pièce, mais des citoyens tirés au sort et des élus qui ont une responsabilité politique. Et cette distinction, elle est décisive au niveau de la qualité dans laquelle on va délibérer, puisque les citoyens tirés au sort ne sont pas les représentants d'un corps électoral. L'idée du tirage au sort, c'est bel et bien de tenter de regrouper au sein d'un organe ce qui pourrait être, de faire une photographie finalement d'une délibération qui pourrait être une délibération à l'échelle du pays ou à l'échelle de la collectivité. Ce n'est pas du tout le rôle pour moi des élus qui siègent au sein d'une commission délibérative qui, eux, conservent leur casquette de représentants que n'ont pas donc les citoyens tirés au sort, et du fait de cette casquette de représentant élu, responsable devant l'électeur, cela emporte des conséquences différentes, notamment au niveau du vote. Je ne serais pas
nécessairement favorable. Évidemment, c'est le jeu de la question, c'est de ne pas avoir de la question en direct, c'est de ne pas avoir eu l'occasion de réfléchir en long et en large sur le sujet, mais je ne serais pas a priori favorable à la reconnaissance d'un vote public pour l'un et pour l'autre, du fait aussi que le secret du vote protège les citoyens tirés au sort contre des pressions extérieures potentielles. Alors évidemment, il faut relativiser ces pressions à l'échelle d'une commission délibérative avec des pouvoirs consultatifs, mais malgré tout, c'est la logique. Et je ne serais pas non plus favorable à un vote secret en ce qui concerne les élus, parce que eux doivent rendre compte de leur vote et de la manière dont ils votent devant les électeurs, devant le public. La deuxième sous-question à ce propos, c'était la question du remplacement, qui est particulièrement intéressante. Et une nouvelle fois, je n'ai pas de religion toute faite sur le sujet, mais dans la même lignée, il ne me semble pas nécessairement, sur le plan des principes, problématique qu'un élu se fasse remplacer dans le cadre d'une commission délibérative par un membre de son groupe, tout simplement parce que ce n'est pas parce qu'il siège au sein d'une commission délibérative qu'il retire son étiquette, l'étiquette de son groupe politique. Et donc il y a une certaine cohérence à continuer à représenter le groupe politique au sein de la commission délibérative. Une certaine cohérence aussi à parvenir à dégager une position commune au sein du groupe politique et à la défendre en commission délibérative. Ce n'est pas parce qu'on est au sein d'une commission délibérative qu'on sort complètement de la dynamique parlementaire. Et quand je parle de dynamique parlementaire, j'intègre également la dynamique partisane qui n'est pas par nature malsaine. Alors, une nouvelle fois, le remplacement, par contre, des citoyens tirés au sort par d'autres citoyens tirés au sort en cours de processus, là me paraît plus problématique puisqu'ils ne siègent pas en tant que représentants d'un corps électoral bien particulier, même si évidemment il y a toute une série de critères permettant de sélectionner une diversité de personnes. Une fois que le processus est entamé, il me paraît très difficile d'essentialiser certains critères et qui seraient déterminants pour remplacer telle personne par une autre. Il y avait encore une troisième sous-question sur le caractère volontaire ou non du fait de siéger au sein d'une commission délibérative pour les citoyens tirés au sort. Le principe selon lequel il faut être volontaire, je pense que c'est inscrit dans l'article 42 ter, le principe de la volonté est déterminant parce que l'on considère, et là c'est dans les grands principes de la démocratie délibérative, que la délibération rationnelle n'est possible que si elle est sincère et souhaitée par la personne qui prend part à la délibération. Donc là, ce serait, à mon avis, imposer aux citoyens tirés au sort de siéger absolument au sein de la commission délibérative pour porter atteinte au principe théorique de la démocratie délibérative. Ceci étant, je ne sais pas comment fonctionne exactement l'indemnisation des citoyens tirés au sort, si c'est une indemnité fixe pour l'ensemble du processus, mais je ne vois pas en quoi il serait problématique de ne pas indemniser un citoyen tiré au sort pour une journée durant laquelle il n'a pas participé. Je suppose que c'est déjà le cas, mais... Il y a un défraiement. C'est un défraiement qui est prévu et je pense que c'est vraiment lié. S'ils ne viennent pas, monsieur le greffier, s'ils ne viennent pas, ils n'ont pas. C'est ça, c'est vraiment lié à la participation par journée. Voilà. Par journée de présence, oui. Donc je ne vois pas comment on pourrait aller plus loin que cela. De quelle manière on pourrait sanctionner des citoyens tirés au sort qui ne viennent pas. Ça me paraît à ce niveau-là compliqué d'aller plus loin que ce qui est aussi pratiqué pour les élus, évidemment. Oui, après je laisse la parole à Céline Romainville, mais donc sur l'autonomie constitutive,
Donc il y a deux couches, il y a deux problèmes. Le premier, c'est qu'évidemment au niveau du Parlement régional, au niveau de la région de Bruxelles-Capitale, la région de Bruxelles-Capitale a l'autonomie constitutive, mais la commission communautaire commune ne l'a pas. Donc or actuellement, évidemment, le processus est commun. Maintenant, il y a un second problème, c'est que même si la région de Bruxelles-Capitale a l'autonomie constitutive, ça ne veut pas dire qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut en matière d'organisation, d'adoption des règles de fonctionnement du Parlement. Le champ de l'autonomie constitutive est restreint par la Constitution et la loi spéciale, et rien n'est prévu dans la loi spéciale pour permettre, au nom de l'autonomie constitutive, de créer des commissions délibératives. Donc il faudrait de toute façon modifier la loi spéciale pour reconnaître à la région de Bruxelles-Capitale le pouvoir de créer des commissions délibératives. Je vous remercie. Voilà. Oui, mais je suis tout à fait alignée avec ce que Julien Clarenne vient de dire, juste sur l'autonomie constitutive. Par ailleurs, donc non seulement il faudrait reconnaître spécifiquement cette possibilité aux entités auxquelles une autonomie constitutive est reconnue, d'organiser la participation citoyenne au sein des assemblées parlementaires, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Par ailleurs, également, l'autonomie constitutive ne dispense pas de respecter certaines règles, sauf si on prévoit expressément qu'on peut se dispenser de certaines règles. Donc, de toute manière, il y a aussi cet enjeu-là, c'est-à-dire qu'il y a aussi un cadre de loi spéciale, une couche de constitution à respecter, même dans le cadre de l'usage de l'autonomie constitutive, sauf pour ce qui est expressément prévu. Et donc, en droit constitutionnel belge, l'autonomie constitutive, elle reste assez modeste et elle est fortement encadrée. Donc, alors on peut travailler sur cette voie-là, bien sûr, mais ça nécessite, comme on a dit de nouveau, c'est le constituant qui a les clés en main ou le législateur spécial, si on estime que... Enfin, je ne vais pas rentrer en détail. Alors, par ailleurs, en ce qui concerne donc... il y avait une question sur comment on pourrait ancrer ce mécanisme des commissions délibératives, lui donner plus d'espace. Il n'est pas forcément nécessaire de réviser l'article 33. Ça, pour le coup, pour le symbole, ça risque quand même de crisper. On n'est pas obligé d'aller jusque-là. On peut imaginer d'ancrer, en fait, ce qui est nécessaire pour passer au-delà du stade dans lequel on est et de la proposition, si on ne va pas dans le sens de notre proposition relativement créative, enfin c'est pas non plus révolutionnaire, mais si on veut vraiment aller beaucoup plus loin, alors effectivement il faudrait ancrer ces modalités de participation citoyenne dans la Constitution. Il n'y a pas spécialement un article à réviser, mais c'est simplement l'application de ce que la Constitution prévoit que tous les pouvoirs, en ce compris le pouvoir législatif, sont exercés de la manière prévue par la Constitution, et donc il faut que si le citoyen, par exemple, est associé plus directement à l'exercice de la fonction législative, il faut le prévoir dans la Constitution. Alors, quel article il faudrait modifier ? Bon, c'est pas forcément l'article 33, mais on pourrait passer par soit l'autonomie constitutive, donc les dispositions relatives à ce point, ou, et Julien Clarenne en parlera mieux que moi, mais l'article 57 de la Constitution, et élargir ce qu'il prévoit déjà en matière de participation citoyenne, et en faire vraiment le siège d'un régime commun des modalités de la participation citoyenne. Mais les choses sont ouvertes, on pourrait aussi prévoir l'insertion d'une autre disposition vraiment spécifique aux commissions mixtes ou aux modalités de participation plus directe du citoyen au sein des parlements. Alors, pour ce qui concerne... j'essaie de reprendre... J'avais noté toutes les questions, mais pour lesquelles je vous remercie parce qu'elles étaient très riches. Oui, pour ce qui concerne la fonction législative, mais oui, effectivement, donc effectivement, bien sûr, les commissions délibératives et la présence d'élus, enfin de non-élus tirés au sort, ça vise précisément à leur permettre de délibérer sur des sujets politiques. Donc, bien sûr, cela étant, c'est pas parce qu'il y a une délibération sur un sujet politique que, du point de vue du droit constitutionnel, techniquement, on est dans l'exercice de la fonction législative. Donc, moi, ce que j'entendais par fonction législative ici, c'était vraiment, d'un point de vue très formel, ce qui est prescrit comme étape dans le droit constitutionnel, dans les lois spéciales, pour qu'une norme soit considérée à la fin comme ayant été adoptée par l'autorité habilitée à cette fin. Alors, la question de savoir si un pouvoir de consultation des recommandations
des pétitions influencent d'une manière ou d'une autre le législateur, c'est pas d'un point de vue constitutionnel cette question-là qui se pose si l'on veut trancher la question de savoir si la procédure législative a été correctement ou pas respectée. Pour donner un exemple, c'est est-ce que sur un projet de loi, on a correctement consulté le Conseil d'État dans le cas où ça s'imposait. Voilà, ça pourrait poser problème éventuellement. Le non-respect de ce type d'obligation, mais pas le fait qu'il y a eu une recommandation par des citoyens tirés au sort, recommandation qui n'avait pas d'effet obligatoire, si ce n'est l'obligation de délibérer. Ça ne rentre pas dans la procédure législative définie au sens strict. Ça ne rentre pas dans le sens où on ne pourrait pas considérer que la norme législative issue de ce processus est problématique d'un point de vue constitutionnel parce qu'à un moment donné, des citoyens ont émis des recommandations à cet égard. À la limite, les recommandations du citoyen, à la limite, ont la même valeur qu'une pétition qui est déposée au Parlement ou qu'un avis consultatif d'un autre organe. Donc ce que je veux dire, c'est que ça ne rentre pas dans le cadre de la fonction législative à proprement parler. Alors sur la définition, donc nous, ici, de l'étude que l'on a faite, effectivement, on pourrait creuser cette analyse, aller chercher d'autres. Il y a très certainement d'autres commissions composées avec soit des membres extra-parlementaires, soit des membres extra-parlementaires ou parlementaires mais qui ont une voix consultative. Donc on pourrait multiplier les exemples. Et bien sûr, il y a des limites à la comparaison parce qu'effectivement, à chaque fois, ce sont des commissions qui répondent à certains besoins spécifiques. Donc bien sûr, c'est compliqué de comparer une commission d'enquête parlementaire à une commission délibérative. Mais ce que l'on voulait montrer, c'était que lorsqu'on a des besoins spécifiques, lorsqu'il y a des besoins concrets et lorsqu'une commission répond à une vocation spécifique qui n'est pas une commission thématique classique, eh bien, il y a potentiellement des règles de composition de la commission et des règles de vote qui sont différentes. Et donc ici, la spécificité, selon nous, mais Julien y reviendra sans doute après, la spécificité, c'est cette association avec des citoyens tirés au sort, c'est la qualité délibérative qui est visée par cette procédure-là. Et ce n'est pas tellement effectivement le contenu, mais c'est bien cette spécificité-là, cette qualité délibérative que l'on attend de ce type de processus en particulier, qui justifierait que l'on considère ces commissions comme étant ad hoc et donc comme pouvant être composées de membres éventuellement non parlementaires avec voix délibérative. Voilà. Alors pour ce qui concerne les autres questions, mais oui, la précarité, voilà, oui, tout à fait, merci Julien. La précarité du statut des citoyens qui sont tirés au sort et qui participent à l'exercice. Alors là, effectivement, c'est la grande limite. Ça, c'est la limite constitutionnelle, c'est que on ne reconnaît pas des droits subjectifs par la voie d'un règlement d'une assemblée et donc corrélativement pas non plus d'obligation, tandis que la participation à un jury d'assises, effectivement, elle est ancrée dans la Constitution et on peut donc, à partir de là, reconnaître et imposer aux membres des jurys d'assises un certain nombre de droits et d'obligations, ce que l'on ne peut pas faire par la voie du règlement. Donc c'est à double tranchant. À la fois, ça ne protège pas, c'est un statut précaire pour ces citoyens tirés au sort, puisqu'à la fois, ils ne sont pas, leur participation n'est pas garantie contre un changement de majorité, un changement de composition de l'Assemblée législative qui pourrait revenir de manière tout à fait autonome sur son propre règlement. Rien ne l'empêche. Donc, prochaines élections, eh bien, tout pourrait être remis en soi, théoriquement en tout cas. Tout pourrait être rediscuté. Et rien ne permet non plus de leur imposer, à proprement parler, des obligations au-delà de ce que l'on a pu faire ici. Donc, effectivement, là, ça souligne la précarité de ce statut, qui est lié à des questions de droit constitutionnel et de la loi spéciale. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas si, Julien, tu voulais compléter sur un point. Oui, il y avait des questions de dénomination sur la question de savoir si c'était pertinent. Ah oui, c'était la question du secret. Mais donc sur la dénomination des commissions délibératives, je pense que le débat avait eu lieu en 2019, d'appeler ça plutôt comité d'avis. Je pense que l'enjeu est désormais mineur. En fait, on en revient à ce que Céline Romainville
à évoquer et répéter, ce qui est déterminant, c'est bien la nature des compétences et de l'activité de l'organe parlementaire en question. Ce serait même problématique de considérer qu'un organe parlementaire rentre dans tel ou tel case uniquement sur base de sa dénomination. Donc je pense que là, on peut renommer les commissions autrement, par volonté de clarification ou autre, mais sur le plan juridique, ça n'aura aucune conséquence. Alors il y avait une autre question, c'était sur les recommandations, sur le qualificatif de recommandation. Je n'ai pas tout à fait compris la question, Madame Emery. C'est un terme qui est utilisé aussi dans le travail parlementaire. Oui. Mais qui est législatif. Pas nécessairement. Les recommandations ne s'inscrivent pas en tant que telles dans le cadre de la procédure législative, comme Céline Romainville le rappelait. Ça ne s'inscrit pas sur le plan procédural dans la procédure législative. Et oui. Mais ça fait confusion. Par ailleurs, je pense que les recommandations, là vous êtes mieux placé que moi pour le dire, des commissions délibératives ne portent pas toutes, voire je ne suis même pas sûr qu'une majorité d'entre elles portent sur une modification de nature législative. Ça m'étonnerait que l'ensemble des recommandations élaborées par les commissions délibératives portent sur des questions purement législatives ou décrétales en ce qui concerne le Parlement francophone bruxellois. Oui, c'était vraiment une très bonne question. Donc, est-ce que c'est la même chose, ce sont les deux mêmes objets, les deux recommandations, ou est-ce qu'il serait judicieux quand même de distinguer l'un et l'autre document de texte? Oui. C'était juste parce que le terme avis avait été utilisé. Une recommandation parlementaire, ce n'est pas un avis qu'on donne au gouvernement. Ce sont des souhaits qu'on émet. Donc si vous rapprochez votre argument sur le fait que ce sont des avis et pas un travail législatif, peut-être que le terme alors de recommandation peut faire confusion. Mais donc la question c'est, est-ce que les résolutions, est-ce que les recommandations qui sont faites par des parlementaires sont considérées, ils sont considérées dans le travail législatif ou pas? Mais pas strictement parlé, non, c'est pas de la procédure législative, donc c'est de nouveau la même chose, c'est pas une étape formelle de la procédure législative. Donc et de nouveau, ce n'est pas parce que ça porte le même nom, pour rebondir sur votre question qui est une bonne question, c'est-à-dire comment appréhender s'il y a des recommandations de parlementaires, purement de parlementaires, et c'est celle-là, mais ça c'est parce que la nature de ces recommandations est différente dès lors qu'elles sont émises dans un cadre qui est différent, commission mixte ou travail parlementaire classique. Donc ça, c'est de nouveau pas le nom qui va de toute façon les associer à un certain type de mécanisme. C'est même une des spécificités du droit parlementaire, c'est d'avoir énormément de concepts qui veulent dire plusieurs choses différentes. Si on prend la notion de motion, de résolution, de recommandation, tout ça peut avoir plusieurs significations selon le contexte dans lequel il s'inscrit. Manifestement. Et par ailleurs, par rapport aux résultats des commissions mixtes, donc des recommandations qui sont émises, effectivement, elles concernent un grand nombre d'objets, tant la fonction législative que d'autres, en parcourant un petit peu, c'est aussi l'activité du gouvernement en elle-même, ce qui n'est pas sans rappeler les rapports des commissions d'enquête, qui ne visent pas uniquement la responsabilité politique du gouvernement, mais qui vise aussi le travail législatif, qui concerne parfois toute une série de fonctions des parlements, une fonction informative, éclairer sur la situation, sur une politique publique. Donc, ça n'est pas, par exemple, là, la comparaison avec les commissions d'enquête sur l'activité en elle-même n'est pas inintéressante. Simplement, la modalité, la manière dont elles s'exercent sont fortement différentes. J'avais encore envie aussi d'intervenir sur la question de la révision constitutionnelle. Donc il y a la question du contenu. Je pense en effet que c'est pas l'article 33 alinéa 2 qu'il faut réviser. C'est en effet d'inscrire
un fondement constitutionnel, le siège constitutionnel de la matière qu'est la participation citoyenne et spécifiquement les assemblées citoyennes qui doit être consacrée. En effet, j'avais fait la proposition de l'inscrire dans l'article 57 de la Constitution qui est actuellement le siège du droit de pétition, puisque le droit de pétition est aussi un outil de participation citoyenne, et ça permettrait de consolider la consécration de droits procéduraux au profit des citoyens dans le cadre de ces processus, mais également de clarifier à quel niveau d'exercice à quel niveau juridique doit être réglée cette question. Est-ce qu'on habilite en effet le législateur à consacrer de véritables droits procéduraux au profit des citoyens tirés au sort? Cela implique nécessairement une base constitutionnelle. Mais au-delà de ça, au-delà d'une consolidation de tous les dispositifs qui sont en train de démocratie délibérative qui sont en train de voir le jour en Belgique et qui vont continuer probablement à voir le jour dans les années futures, la Constitution a une fonction symbolique et il est important également que le constituant prenne la responsabilité d'indiquer que nous ne sommes plus dans une démocratie représentative qui réduit le citoyen non élu à pouvoir déposer des pétitions et voter dans le cadre des élections. Donc je pense qu'il y a vraiment deux fonctions à remplir à travers cette révision constitutionnelle. Voilà, je pense que on a répondu à toutes les questions, ou presque. Il y avait une question sur le nombre, je crois, de citoyens tirés au sort et d'élus, l'équilibre au niveau du nombre. Si mes souvenirs sont bons, la volonté initialement était de faire moitié-moitié. On a plutôt choisi finalement le 2 tiers, 1 tiers pour créer une sorte de safe space au profit des citoyens tirés au sort et de compenser la place trop importante que pourraient prendre les élus. Là, c'est pour moi votre expérience qui est l'argument le plus pertinent pour faire évoluer ou non sur cette question. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. On peut refaire un petit tour de table si vous le souhaitez, 5 minutes par groupe en tout cas on a prévu. Si vous voulez conclure ou reposer une toute dernière question. Je voulais encore vous remercier, c'est assez clair. Je voulais simplement m'adresser à vous, Madame la Présidente, Madame la Juge, je me permets, en vous félicitant de tout cœur, savoir la suite des opérations. Voilà, parce que visiblement, disait le collègue Lux, il y a encore des auditions. Est-ce que ça sera des positions visiblement différentes, ou est-ce qu'on va voilà, et comment on intègre cela, puisque on est en train d'approuver encore en PRB ce vendredi le règlement adapté. Quelles sont les étapes possibles pour qu'on puisse, le cas échéant, tirer profit de ces auditions et dans quelle perspective alors les appliquer aux prochaines commissions délibératives? C'est tout. Bien, je vais passer la parole à tout le monde et puis je répondrai alors à cette question. Oui. Madame Emery? Oui, très brièvement encore pour vous remercier pour cet apport. J'ai vraiment appris plein de choses cet après-midi. Évidemment, je suis très sensible à l'argument sur la participation des citoyens, de dire qu'il faut qu'elle soit souhaitée, je pense. Mais néanmoins, même si on approche vraiment d'une représentativité importante, il y a pour certains citoyens un étiolement des choses qui se fait au cours du temps. Et donc, si